d'État du général Tchiani au Niger nécessitait pour le président Patrice Talon de sauvegarder les acquis de la coopération bilatérale entre le Bénin et le Niger et de se concentrer sur la gouvernance de son pays. Alors, depuis le 26 juillet 2023, le Niger est dirigé par une junte militaire qui a à sa tête le général Abdourahmane Tchiani, ancien chef de la garde présidentielle du président Mohamed Bazoum. Un coup d'État perpétré par le chef de la garde présidentielle d'un président, c'est-à-dire un proche de ce président, au XXIe siècle, doit interpeller les démocrates africains. En 1962, René Dumont disait, je le cite, « L'Afrique noire est mal partie ». Alors, 60 ans après, au regard de tout ce que nous constatons en Afrique, également au regard du regain des coups de force que l'on observe en Afrique de l'Ouest, est-ce qu'on dira que René Dumont a raison? Aujourd'hui, lorsque nous analysons de 1960 à 70, eh bien, les pays africains, notamment la zone CFA, a connu un certain nombre de coups d'État. Et ces coups d'État avaient comme fondement l'instabilité politique qui résultait d'une mauvaise application du système partisan par l'élite politique au lendemain des indépendances. Alors, de 60 à nos jours, plus d'une centaine de coups d'État ont été perpétrés en Afrique. Des coups d'État qui sont applaudis par les populations, des coups d'État qui sont soutenus par les populations, accueillis par les populations à travers des déclarations de soutien, des marches de soutien. Mais en réalité, est-ce que ces coups d'État ont permis de régler les problèmes de pauvreté extrême, les problèmes de misère, les problèmes de sous-développement auxquels le continent africain était confronté? Face à ce regain pour les coups de force, surtout dans la zone CFA, c'est comme si les pays africains n'ont pas tiré leçon des affres, des putschs pour les années antérieures. Alors, on constate que aujourd'hui, les pays qui sont, disons, les locomotives au niveau de la zone UEMOA sont curieusement les pays qui n'ont pas connu, depuis les années 60 jusqu'à ce jour, ces genres de coups d'État. Il s'agit notamment de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, qui sont aujourd'hui présentés comme les pays qui, sur le plan économique, sont vraiment en avance dans l'espace UEMOA. Alors on constate donc que ces deux pays, comme je l'ai dit, en dehors de l'épisode du général Robert Guèye en Côte d'Ivoire, eh bien, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, depuis les années 60 jusqu'à ce jour, n'ont pas connu de coup d'État, et on constate curieusement que ces pays sont aujourd'hui les locomotives au niveau de l'UEMOA. Plus d'une centaine de coups d'État qui ont été perpétrés en Afrique. Mais quel est le résultat aujourd'hui? Ces coups d'État qui étaient applaudis, quel est le résultat? Aujourd'hui, lorsqu'on analyse, on constate que tous ces coups d'État, en grande majorité, ont eu naturellement pour conséquence d'enfoncer l'Afrique dans le sous-développement et d'occasionner un dérèglement du système constitutionnel. Alors, 60 ans après ces coups d'État, les résultats sont là. On constate que
dans les pays où nous avons observé ces coups d'État, eh bien, les services sociaux sont en déficit cruel. Les ressources minières de ces pays continuent d'être transportées. Ces ressources naturelles continuent d'être transportées dans les autres pays, loin de l'Afrique pour être transformées. Nous observons également dans les centres de santé, nos centres de santé qui sont sous-équipés, qui sont presque des mouroirs, toujours dans ces pays, malgré ces coups d'État qui ont été applaudis, on constate que la question de la pauvreté extrême est toujours d'actualité. On constate également au niveau donc de l'agriculture qui emploie plus de 70% de la population africaine, on constate que cette agriculture se fait encore avec des itinéraires techniques dignes du Moyen-Âge et donc avec des rendements très faibles, des rendements les plus faibles, n'est-ce pas, de la planète. Alors, lorsqu'on analyse, on se rend compte que la plupart de ces coups d'État, en réalité, n'ont pas permis à l'Afrique de décoller. Aujourd'hui, on constate, depuis 2020, un regain des coups d'État, surtout en Afrique de l'Ouest. C'était d'abord le Mali, ensuite la Guinée-Conakry, le Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est le Niger qui s'invite dans le cercle des pays dirigés par une junte militaire. C'est comme si ces pays africains n'ont pas tiré vraiment leçon des affres qu'ont occasionné des coups d'État qui étaient pratiquement observés dans la plupart des pays africains. Alors, aujourd'hui, face à ce regain, à ces coups d'État qui deviennent presque contagieux, est-ce que nous continuerons par applaudir? C'est vrai, certaines personnes disent que aujourd'hui, les coups d'État tels qu'on les observe, ces coups d'État annoncent le réveil de l'Afrique. Si nous devons tenir compte des résultats obtenus, les années antérieures, où des coups d'État ont été perpétrés dans la plupart des pays de la zone CFA, eh bien, on se rend compte que dans ces pays où il y a eu ces coups d'État, eh bien, c'est toujours la paupérisation, c'est la pauvreté extrême, c'est l'insécurité alimentaire. Donc, de façon claire, ces coups d'État n'ont pas donné les résultats souhaités. Alors donc, l'immixtion des militaires dans l'arène politique n'a créé en réalité que le sous-développement. Mais aujourd'hui, est-ce que nous allons continuer dans ce sens? C'est vrai, aujourd'hui, les coups d'État que l'on observe au Niger ont pour fondement, comme ils le disent, eh bien, la question de la France-Afrique, la question, disons, de la menace terroriste et l'insécurité galopante. C'est vrai, toutes ces questions peuvent être des problèmes auxquels aujourd'hui, n'est-ce pas, le continent africain est confronté. Mais est-ce que c'est les coups d'État qui, finalement, nous permettront de régler ces problèmes? Alors, aujourd'hui, au regard de la crise que nous observons au Niger, quelle sera, n'est-ce pas, l'attitude du Bénin? Le Bénin et le Niger sont deux pays qui sont liés par l'histoire et la géographie. Ces pays ont toujours développé des relations diplomatiques, économiques et sociales qui sont excellentes. C'est donc des pays voisins et amis. Et comme on le dit, lorsque la maison de votre voisin brûle, il faut aller au secours. On le sait, le port de Cotonou
est considéré comme le port naturel du Niger, qui est un pays sans façade maritime. La plupart des marchandises du Niger transitent par le port autonome de Cotonou. Donc, on peut dire les transactions portuaires entre le Niger et le Bénin sont quand même très importantes, et ces transactions portuaires méritent donc d'être sauvegardées. Par ailleurs, depuis 2019, le Bénin et le Niger mettent en œuvre un projet, le projet Pipeline Export Niger-Bénin, un projet qui va permettre, à travers, n'est-ce pas, le port de Cotonou, d'exporter le pétrole brut nigérien. Donc c'est un projet qui va permettre au Bénin de mobiliser d'importantes ressources financières et aussi de régler la question, n'est-ce pas, de l'emploi, parce que ce projet va permettre également de créer des milliers d'emplois. Ce projet, comme je l'ai dit, c'est un projet stratégique parce qu'il permettra chaque année, n'est-ce pas, d'exporter près de 4 500 000 tonnes de pétrole brut à travers le port de Cotonou. Alors, comme vous le voyez, donc, le Bénin et le Niger ont des enjeux communs. Et face à la situation qui se présente aujourd'hui au Niger, eh bien, quelle doit être l'attitude du peuple béninois? Quelle attitude devons-nous adopter, nous Béninois, pour ne pas encourir, n'est-ce pas, la colère du peuple nigérien? Alors, moi je pense, d'abord, par rapport au président Patrice Talon, je pense qu'il doit plutôt se concentrer sur la gouvernance de son pays. C'est vrai, il est nommé médiateur pour cette crise, mais comme vous le savez, c'est le peuple béninois qui l'a élu. C'est donc au peuple béninois qu'il aura à rendre compte et non à la CEDEAO. Nous souhaitons donc que le président de la République puisse s'y mettre pour sauvegarder avant tout les intérêts, n'est-ce pas, les acquis de la coopération bilatérale entre le Bénin et le Niger, fait en sorte que ce grand projet qui est en train de se mettre en œuvre, notamment le projet Pipeline Export Niger-Bénin, eh bien que ce projet soit sauvegardé. Nous devons féliciter le général Abdourahmane Tiani, parce qu'il a fait un coup d'État sympathique. Il n'y a pas eu de bain de sang. Mais il doit pouvoir aller plus loin en acceptant, n'est-ce pas, le compromis. Alors, je disais que par rapport à la situation actuelle, eh bien, au niveau de la CEDEAO, au regard, disons, de la nouvelle donne, où les populations africaines semblent avoir trouvé finalement le salut dans ces pushs, il faut que la CEDEAO observe et s'engage dans une dynamique vraiment de réforme très profonde. Il faut que la CEDEAO puisse adapter son discours, ses instruments, ses interventions au nouveau contexte, n'est-ce pas, de gouvernance de ces pays membres. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à tout ce que nous observons, ces pushs qui sont soutenus par la population, alors là, il faut que la CEDEAO fasse très attention et qu'elle puisse vraiment opérer une réforme profonde par rapport à son discours, par rapport à ses interventions, pour s'adapter au nouveau contexte de gouvernance des pays de la CEDEAO. Autrement, eh bien, elle risque d'avoir tout le peuple africain derrière son dos. Si la CEDEAO ne paie pas des réformes, si la CEDEAO
ne s'adapte pas, elle risque, n'est-ce pas, d'être rejetée par la population de l'ensemble des pays membres de la CEDEAO. Aujourd'hui donc, l'heure est arrivée pour que la CEDEAO se remette en cause, pour opérer une réforme profonde qui la permettra désormais de mieux répondre aux aspirations profondes des peuples africains.